Alors, un grand merci à l'université pour l'invitation. Et comme ça a déjà été dit, ben voilà, je travaille comme chargée d'études chez les Femmes Prévoyantes Socialistes, qui sont une association féministe qui, l'année prochaine, va fêter ses 100 ans. Donc oui, il paraît que je ne fais pas mon âge, mais voilà, ce sera quand même un sacré événement à fêter pour nous. Nous avons 9 régionales composées d'animateurs et d'animatrices de terrain, et aussi des groupes locaux de bénévoles. Nous avons 4 grandes thématiques de reconnaissance qui sont la santé des femmes, les familles, la participation à l'espace public et la déconstruction des stéréotypes de genre. Donc, la plupart de nos actions, que ce soit des productions écrites ou des actions de terrain, voilà, s'inscrivent dans ces 4 thématiques différentes. Alors, vous ne voyez pas. Ah oui, d'accord, merci. Voilà, ça marche. Alors, au départ de cette présentation, c'est une collègue en fait qui a travaillé sur la thématique de l'allaitement dans l'espace public. Elle avait pour son analyse d'éducation permanente récolté une dizaine de témoignages et voilà qu'elle a mis en perspective avec plutôt des éléments théoriques sur ce que représente l'allaitement dans l'espace public. Et ici, donc, ce que je vous présente, moi, c'est le résultat d'une réflexion féministe et j'avais envie d'axer vraiment cette présentation sur finalement que nous dit l'allaitement de la place des mères et des femmes à la fois dans l'espace public mais aussi dans la société actuelle. Alors, un petit détour rapide par le cadre légal. Il n'y a aucun texte de loi qui interdit l'allaitement dans l'espace public, mais il n'y a aussi aucun texte de loi qui le permet explicitement. Mais on voit quand même certaines initiatives politiques en France et en Belgique pour éventuellement créer un délit d'entrave, donc faire en sorte qu'on ne puisse pas empêcher en fait l'allaitement dans l'espace public. Il y a un cadre quand même assez développé maintenant pour légiférer sur l'allaitement sur le lieu de travail, mais voilà, je ne vais pas le développer ici. Et on remarque dans les faits d'actualité qu'il y a parfois une tentative de faire passer l'allaitement pour un outrage aux bonnes mœurs ou un délit d'exhibition sexuelle, c'est-à-dire que parfois certains membres des forces de l'ordre, voilà, pour faire un petit peu peur aux femmes qui allaitent dans l'espace public, leur disent voilà, que si elles continuent, qu'elles ne bougent pas de place, voilà, ils vont les sanctionner pour outrage ou pour délit d'exhibition sexuelle, ce qui est faux parce que c'est pas techniquement possible. Alors voilà, comme je vous disais, il y a plusieurs faits qui sont voilà, qu'on peut voir à travers les médias des faits où l'allaitement a été voilà, l'objet de dégoût, de rejet, d'insultes, de gestes inappropriés. Et vous pouvez voir que je mets parfois, parce que c'est aussi important de penser et de se dire et de savoir qu'il y a des moments aussi où l'allaitement se passe bien dans l'espace public, où l'allaitement ne fait pas l'objet de sanctions sociales, de rappel à l'ordre. Il y a aussi toute une série de moments qui sont positifs et où les femmes voilà, le vivent bien. Et donc, c'est aussi un appel à prendre ça en considération, que ce soit nous dans ce que l'on pense, mais aussi peut-être au niveau du monde académique et des recherches, c'est aussi de s'intéresser à l'allaitement qui se passe bien. Et voilà, ici, je vais, comme vous vous en doutez, mettre un peu plus l'accent sur l'allaitement qui parfois voilà, fait l'objet de remarques. Donc, vous voyez différents faits que j'ai pu pointer. Ce sont des faits qui émergent à notre connaissance parce qu'ils sont relayés dans les médias. Il y a aussi malheureusement toute une série de faits dont on n'a pas connaissance parce que voilà, ils ne sont pas relatés dans les médias. Peut-être qu'on peut en avoir connaissance parce que dans notre entourage, on entend parler de telle femme qui a vécu tel fait. Mais voilà, majoritairement, c'est grâce aussi à l'action des médias qui relayent ce type d'événements qu'on en a connaissance. Voilà ici une série d'exemples. Vous voyez que ça touche évidemment tout le territoire de la Belgique et plus loin aussi.
Et ce que je trouvais intéressant de mettre en avant aussi, c'est que sur les réseaux sociaux aussi, il y a une forme de rejet, de dégoût lié à l'allaitement. Et là, je mets un exemple et je dois m'excuser, mais je ne me souviens plus du nom de la personne, de cette Américaine qui, en juin 2014, a posté une photo d'elle. En fait, elle était à sa cérémonie de remise de diplôme et elle était en train d'allaiter son bébé. Elle a posté une photo parce qu'elle était heureuse d'avoir son diplôme, et en fait, s'en est suivi un lynchage pas possible sur les réseaux sociaux. Les gens étaient indignés qu'elle ose poster ce type de photos. Les gens se sont moqués et aussi ont eu beaucoup de commentaires liés au slut-shaming, qui est de faire honte aux femmes par rapport à leur sexualité. Et en fait, les gens disaient, mais oui, mais si elle est à sa cérémonie de remise de diplôme avec un bébé, ça veut dire qu'elle a eu des relations sexuelles pendant ses études, c'est pas le bon moment, elle est trop jeune. Vous imaginez le genre de commentaires qu'il peut y avoir. Sur les réseaux sociaux, la question de l'allaitement commence un petit peu à bouger parce qu'il y a eu des mouvements comme Free the Nipple qui a rassemblé toute une série d'activistes, de militants qui ont un petit peu interrogé Instagram sur sa politique de modération des images. Et donc voilà, Instagram a un petit peu revu ça parce qu'il y a un flou absolument incroyable sur qu'est-ce qui est permis dans les images qui sont diffusées et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, voilà, grâce à cette mobilisation, les choses changent un peu et les photos d'allaitement ou d'accouchement ne sont plus systématiquement censurées. Voilà. Alors ici, vous pouvez voir différentes photos. Je vais vous expliquer à quoi elles font allusion. Alors, on remarque que, voilà, bien que l'allaitement soit autorisé dans l'espace public, en fait, il n'est pas toujours facilité dans l'aménagement des espaces communs. Donc, il y a encore un pas à faire en plus entre l'autorisation explicite, voire implicite, et puis finalement l'aménagement lui-même des espaces. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Par exemple, on peut s'intéresser à la signalétique des salles qui permettent des salles d'allaitement. Est-ce que cette signalétique est suffisamment visible? Si vous êtes comme moi et qu'à cause de la buée, vous avez besoin d'enlever vos lunettes, il est possible que dans un centre commercial, quand le pictogramme est petit comme ça en haut d'un grand panneau, il est possible que vous ayez du mal à le remarquer. Donc ça, c'est fort important. Et il est possible aussi que le pictogramme ne soit pas directement lié à une image de femme qui allaite. Ça peut être par exemple un biberon. Mais un biberon, est-ce que ça indique une salle d'allaitement ou ça indique une salle où on peut aller réchauffer éventuellement un biberon ou aller même tirer son lait? Voilà, est-ce que il peut y avoir, ça peut, pour une femme qui est en recherche de l'information, elle peut être confuse par rapport à l'utilisation de la signalétique. Il faut aussi voir quel est finalement le niveau de confort de ces salles d'allaitement. Est-ce qu'elles déjà elles sont propres? Parce qu'il y a parfois des salles d'allaitement qui se trouvent à côté, voire carrément dans la pièce pour changer les bébés. Donc je ne vous raconte pas l'odeur des couches. Il est possible aussi que la salle soit petite en taille. Et là, j'avais le témoignage d'une collègue qui me disait, qui est elle-même aujourd'hui en situation d'allaiter, elle me disait, voilà, si je me promène dans un centre commercial avec une amie, que je dois aller allaiter, qu'est-ce que je fais? Je plante mon amie en plein milieu du centre commercial pour aller allaiter. Et donc voilà, elle dit, pour moi, la taille de la salle est importante pour éventuellement, si mon amie est OK avec ça, de pouvoir m'accompagner pendant que j'allaite, qu'on passe ce temps-là ensemble, puis qu'après, on puisse sortir. Mais imaginez aussi une maman qui est accompagnée d'un enfant en bas âge. C'est le même problème. Est-ce que son enfant a suffisamment de place pour qu'il puisse se tenir avec elle dans la pièce, ou que le compagnon puisse accompagner aussi, le compagnon ou le coparent? Il faut aussi que ces salles puissent être ouvertes, parce que comme ce sont des salles qui ne sont pas toujours connues de la part des utilisateurs et des utilisatrices, parfois les salles sont fermées, comme dans les aéroports par exemple. Si la salle est fermée, ça veut dire que peut-être au moment où vous allez en avoir besoin, vous allez devoir courir après la personne qui détient les clés
Alors, une course dans un aéroport avec un enfant qui hurle de faim, c'est clairement pas le moment le plus agréable de votre vie. Donc voilà, il y a tout intérêt à ce que ces salles aussi, voilà, puissent être faciles d'accès. Et il y a aussi la question de l'allaitement dans des endroits qui ne sont pas prévus pour, par exemple, allaiter dans un café ou voilà, sur un banc. Là, ce que les femmes, dans les différentes études qui existent, que les femmes mettent en avant, c'est que les endroits les plus agréables, ce sont les endroits où il y a de l'inattention sociale, c'est-à-dire pas qu'on les confond avec les meubles, mais que voilà, on ne fait pas cas du fait qu'elles sont en train d'allaiter. Voilà, c'est vrai que je mets un petit peu l'accent ici sur les éléments un peu plus négatifs, mais voilà, les deux photos montrent en fait des choses qui se passent bien et des initiatives qui sont positives. Donc vous avez tout au-dessus, la photo du dessus, c'est un banc d'allaitement qui a été installé il n'y a pas si longtemps que ça dans la ville de Courtrai. Alors bon, un petit peu nuancé, c'est pas une initiative des pouvoirs publics. Certes, ils ont soutenu évidemment l'initiative, mais c'est une marque de produit, si je ne me trompe pas, féminin, technologique pour la technologie féminine, voilà, une marque anglaise qui a installé ce banc. Donc c'est aussi pour promouvoir leurs produits. Donc voilà, il y a une intention là derrière, mais tout de même, voilà, c'est positif. Et ce qui est pointé aussi comme étant positif, c'est donc la présence de la coudoir et l'espace au milieu. Vous voyez qu'il y a un espace un peu plus creux au milieu pour permettre éventuellement de longer un enfant. Donc là, c'est souligné par les utilisatrices comme des éléments positifs. Maintenant, quand il pleut, voilà, je ne sais pas comment il faut faire. Ou quand il vient de pleuvoir et que c'est trempé, voilà, comment ça se passe là, c'est une bonne question. Et en dessous, l'image, vous voyez que c'est en fait une image de Bruxelles en Google Maps qui pointe différents endroits. En fait, il faut savoir qu'en 2017, Bianca Debatz, qui était à l'époque secrétaire d'État à la région bruxelloise en charge de la santé et du bien-être, a fait toute une campagne sur l'allaitement dans l'espace public. Et cette campagne, elle avait différents moyens d'action, notamment la création d'autocollants qui étaient apposés sur les vitrines des restaurants, en tout cas des établissements Horeca, qui acceptaient que les femmes puissent venir allaiter dans leur établissement. Et donc voilà, les établissements Horeca étaient invités à mettre cet autocollant-là, et puis aussi pouvaient recevoir un accompagnement de la part d'une association qui travaillait en lien avec le cabinet. Et par la suite, ces différents lieux ont été répertoriés sur le site breastfriend.brussels. Donc là, je vous invite à aller voir si vous le souhaitez. Donc vous avez vraiment toutes les adresses qu'il y a à Bruxelles qui sont, comme on dit, breastfeeding friendly, où vous pouvez aller allaiter voilà, et vous sentir à l'aise. Petite remarque, ce site malheureusement n'est disponible qu'en anglais, et là c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait un jour améliorer, ce serait qu'il puisse être disponible aussi en français, pourquoi pas aussi en néerlandais, et bien évidemment s'étendre aussi à d'autres villes que Bruxelles, mais c'est déjà une très bonne initiative en soi à souligner. Alors pour venir sur un élément plutôt, voilà, plutôt sociologique des représentations, et on va en venir au cœur du sujet, du pourquoi l'allaitement finalement peut parfois être source d'insultes, de tensions dans l'espace public, à la fois pour le public qui y assiste, mais pour la mère aussi qui le vit. C'est parce que l'allaitement, il est le symbole d'injonctions contradictoires qui sont faites aux mères qui allaitent. Donc, on a une première injonction qui est de pouvoir allaiter à la demande de l'enfant, et ça suit en fait, si vous regardez les recommandations de l'OMS en matière d'allaitement, avant on était dans un allaitement voilà, à heure fixe, voilà, et puis aujourd'hui on est dans un allaitement où on promeut en fait l'allaitement à la demande de l'enfant qui peut avoir lieu finalement n'importe quand. Donc finalement ça renforce peut-être la nécessité de pouvoir allaiter en public, mais il faut aussi, pour ne pas déranger autour de soi, il faut que ce soit le plus discret possible.
Alors, il y a aussi cette injonction de pouvoir au maximum allaiter pour le bien-être de l'enfant, et on sait tous les problèmes que ça suscite, évidemment, en termes de culpabilité pour les femmes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas allaiter. Mais attention, il ne faudrait pas allaiter trop longtemps non plus, parce que là, alors, il y a un tabou encore plus énorme sur les mères qui allaitent au-delà de, je pense, des 1 an de l'enfant. Quand vous regardez des témoignages de femmes qui allaitent des enfants plus âgés, elles font face alors à une réprobation sociale encore plus forte que quand le bébé est tout petit. Parce que ben voilà, ça génère des soupçons, et c'est pas du tout fondé, mais ça génère des soupçons sur éventuellement de l'inceste, ce genre de questions. Et donc voilà, elle souffre de cette association totalement injuste entre l'allaitement et l'inceste. Et un élément là qui va être central dans ce que je vais vous dire, c'est que on remarque derrière l'allaitement, en fait, c'est la question du sein. Et le sein, il a vraiment une double représentation dans notre société, et presque une double fonctionnalité. C'est quand il est dédié à l'allaitement, ben, c'est le sein qui nourrit, le sein nourricier. Mais dans un autre contexte qui est la sexualité, mais aussi, on va le voir, l'espace public, c'est le sein comme objet de désir et de plaisir, et c'est ça qui va créer, voilà, déjà toute une série d'injonctions diverses, mais aussi des tensions, parce que vous allez voir que à un moment, voilà, on ne sait plus trop bien où on en est, et voilà, ça crée des gros problèmes. Je veux utiliser le mauvais bouton. Alors, qu'est-ce qui fait finalement que l'allaitement est source de tension? C'est parce que dans notre société actuelle, notre société patriarcale, comme on l'a déjà bien dit tout à l'heure, les seins sont d'abord liés à la sexualité et doivent rester l'apanage du partenaire. Et c'est vraiment un élément fondamental de cette présentation. Finalement, ce que vous devez en retenir, c'est que le sein, dans les relations hétérosexuelles cisgenres, c'est vraiment le corps des femmes, sa poitrine doit vraiment être disponible pour voilà, le plaisir masculin. Et c'est ça en fait qui choque dans l'allaitement. C'est parce que l'allaitement, c'est un moment qui est partagé entre la mère et son enfant. Et donc, c'est le moment où le sein n'est pas disponible, en fait. C'est un moment où c'est impossible que la femme soit disponible sexuellement pour son partenaire. Et donc, c'est là que ça pourrait, que ça peut choquer certains hommes, mais aussi certaines femmes qui, voilà, ont bien intégré aussi les injonctions de la société patriarcale. Et donc, vous voyez ici une citation d'une autrice qui nous dit que les seins lactants ne correspondent plus à l'idéal sexuel dominant dans les sociétés euro-américaines. Des seins construits construits selon les termes de cet auteur comme fermes, passifs, inertes et disponibles. Les seins lactants, eux, ne sont plus passifs, mais semblent au contraire animés d'une vie propre, impliquant une attention et une gestion particulière qui peut potentiellement entrer en conflit avec leur fonction sexuelle. Donc c'est bien la mise en avant finalement de l'injonction à la disponibilité sexuelle des femmes qui va entrer en conflit avec l'allaitement. Si je n'oublie pas de vous dire certaines choses fort intéressantes. Ah oui, par rapport à l'injonction à la disponibilité sexuelle des femmes, comme vous m'avez présenté tout à l'heure, vous avez dit que effectivement, je travaille aussi sur le tabou des menstruations. Voilà, s'il y a bien aussi un moment de la vie des femmes où elles ne sont pas sexuellement disponibles dans l'esprit collectif, parce que bien sûr la sexualité en période de menstruation est totalement possible, c'est juste que dans les imaginaires, c'est pas celle qui est la plus souvent représentée, c'est pas celle qui est la plus souvent plébiscitée, mais voilà, c'est aussi un moment où on remarque que ce qui pose problème vis-à-vis des menstruations, c'est parce que dans cette période-là, la femme n'est pas sexuellement disponible. Alors pourquoi j'ai mis cette dualité entre la Vierge et la putain, c'est parce que on peut presque retrouver cette dualité entre quand on parle de l'allaitement,
La figure de la Vierge Marie, c'est celle qui sauve l'humanité du péché d'Ève, qui fournit au sexe féminin un contre-modèle glorieux, c'est-à-dire que c'est un corps qui n'a jamais été souillé par le péché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'Immaculée Conception. Et donc, elle est la quintessence de la réserve, de la décence et de la modestie, ce qu'on attend des femmes. D'ailleurs, dans énormément de représentations, que ce soit des statues, des tableaux, elle est représentée voilée et drapée de la tête aux pieds. Et donc ça, c'est le modèle de la Vierge et de la putain, c'est dans cette dualité constante que sont placées les femmes, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas faire preuve de trop de sexualité, mais en même temps, trop pure non plus, ça ne va pas, quoi. Alors pour en venir maintenant à la place de l'allaitement dans l'espace public, ici, je vous ai mis des images donc de statues. La première, c'est Juliette Capulet à Vérone, qui symbolise la fertilité. Donc, il y a beaucoup de couples qui vont se prendre en photo près de la statue et qui sont voilà, qui touchent les seins de la statue pour espérer la fertilité. La deuxième, c'est Dalida à Paris. Et là, semble-t-il, et d'ailleurs, on voit bien que ses seins sont beaucoup touchés parce qu'on voit bien que la partie de la statue est plus claire, porte chance. Et alors, la troisième statue, c'est le monument aux pigeons soldats à Bruxelles. C'est un monument qui a été construit plus ou moins en 1930 et qui voulait rendre hommage aux pigeons qui ont participé pendant la guerre voilà, aux différentes envois de messages, capture de la ville depuis en haut. En fait, c'est une... Pourquoi la statue est représentée comme ça? Parce que c'est une allégorie de la patrie, donc de la terre nourricière. Mais je me dis que, voilà, aujourd'hui, les gens qui passent à côté de la statue n'ont pas forcément ce décodage que la statue, elle est dénudée parce qu'elle représente la terre nourricière, la patrie. Et donc, ça peut éventuellement poser problème parce que c'est finalement une exposition constante de nouveau à la nudité des femmes et au sein, une nudité qui ici n'est pas forcément nécessaire puisque c'est un hommage aux pigeons soldats. Et donc, voilà, pourquoi mettre une femme dénudée, si ce n'est évidemment pour représenter la patrie, mais ça, c'est pas le message qui nous vient quand on passe et qu'on voit la statue dénudée, on ne le sait pas. Et donc, voilà, à force, ça peut devenir problématique. Alors ici, c'est d'autres représentations, ici plutôt dans la publicité. Alors vous voyez certaines femmes, on ne voit même pas en fait la totalité de leur corps. C'est comme, voilà, ce sont des femmes objets. On a juste la partie du buste où, quand on a un peu de chance, il y a aussi la tête. Et voilà, on voit bien qu'ici, le corps, le corps des femmes et la poitrine en particulier, est utilisé pour attirer, pour convaincre, pour vendre. Donc les destinataires principaux de ces images et aussi les créateurs principaux de ces images, c'est le mâle hétéro cisgenre et qui a des facilités à pouvoir consommer les produits qui sont vendus. Ce qu'on, voilà, vous pouvez voir qu'en dessous, j'ai mis un petit témoignage qui avait justement été récolté par ma collègue dans l'analyse sur l'allaitement. Donc c'est Maxime qui s'exprime et il nous dit « Je dois bien avouer qu'imaginer ma femme sortir un sein en public, même si c'est pour nourrir notre enfant, ça ne me plaît pas beaucoup, difficile d'expliquer, de la jalousie sans doute. » Ce que moi j'en retire de ce témoignage, c'est que le corps des femmes ne leur appartient pas en priorité. Le sein est d'abord réservé à son propriétaire, qu'il le garde jalousement pour son usage personnel. Mais en fait, dans l'espace public, quand il est sein allaitant, en fait, il échappe à son propriétaire. Et c'est là que ça peut poser problème. Alors, comme le temps passe, je vais aller directement à la suite.
Alors, je vais terminer sur les conséquences d'un espace public qui est hostile à l'allaitement. Donc, quand je dis hostile à l'allaitement, c'est-à-dire un espace public où l'allaitement est caché, où il est peu pratiqué, où il est peu visible, et aussi un espace public qui est mal aménagé pour l'allaitement. Et c'est la perpétuation d'un espace public qui sera misogyne, c'est-à-dire où la seule marque de féminité acceptée, c'est celle qui est profitable aux hommes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'allaitement, on peut se poser la question, est-ce que l'allaitement ne permettrait pas, d'une certaine façon, de contrebalancer cette idée que les femmes doivent être constamment disponibles sexuellement pour les hommes? Justement, plus il y aura de femmes qui allaitent dans l'espace public, c'est montrer aussi une autre image de la féminité, d'autres attentes vis-à-vis des femmes. Voilà, c'est une question que je me pose, je n'ai pas la réponse. Alors, aussi une conséquence d'un espace public qui n'est pas adapté, c'est que finalement, c'est aux femmes de s'adapter, de développer des stratégies d'auto-adaptation. Et là, vous avez un témoignage aussi qui a été récolté dans l'analyse et qui met en avant toute cette stratégie et ce travail mental, cette charge mentale d'anticipation du moment où l'allaitement va devoir se passer dans l'espace public. Donc, c'est penser à quels vêtements je vais porter, tiens, est-ce qu'éventuellement j'amène une écharpe ou quelque chose pour me couvrir, pour cacher, repérer à l'avance des lieux propices. C'est pour ça qu'une carte, une carte des lieux de Bruxelles où on peut allaiter en toute sécurité, c'est hyper important. C'est réfléchir, ok, comment je vais pouvoir me mettre si je m'installe là. Enfin voilà, vous imaginez très bien ce que c'est la charge mentale qui peut découler de ça et qui, malheureusement pour les femmes, est déjà très importante. Donc, c'est problématique si l'allaitement doit en plus renforcer cette charge mentale. Et alors, dernière conséquence que je voulais mettre en avant, c'est que si l'espace public est hostile, il est possible que peu de femmes finalement vont oser allaiter dans l'espace public, et c'est selon moi extrêmement problématique parce que l'allaitement, en tout cas au début, après la naissance, il intervient dans une période d'extrême fragilité pour les femmes. On parle de plus en plus, et je m'en réjouis, de la période du postpartum, donc après accouchement, qui est une période très complexe, pas forcément parce que la personne a vécu des maltraitances gynécologiques et obstétricales, mais parce qu'en soi, c'est une période complexe. C'est une période où le corps se modifie, les émotions, aussi sont un petit peu à fleur de peau. Enfin voilà, il se passe plein de choses à ce moment-là. C'est un moment aussi où on est plus isolé socialement, où on se pose plein de questions, on peut peut-être développer des inquiétudes, et donc rester chez soi avec parfois ce mal-être, ça peut être vraiment problématique. Et donc, si en plus l'allaitement n'est pas facilité dans les espaces publics, ça va faire en sorte que les mères vont rester encore plus chez elles dans une période où, au contraire, elles auraient besoin de sortir pour pouvoir rencontrer d'autres personnes et échanger. Et finalement, si la maternité est invisibilisée et qu'elle reste dans la sphère intime, on va avoir un problème à un moment de pouvoir la penser aussi collectivement et sociopolitiquement. Comment finalement se dire qu'à un moment ça va être un objet d'action collective? Comment va-t-on pouvoir ouvrir le débat dans l'espace public, mais aussi dans les sphères de pouvoir, les pouvoirs publics, sur les difficultés maternelles, si tout ça s'est caché, si toutes ces difficultés-là restent à l'intérieur finalement des foyers? Et donc ici, c'est vraiment un appel à ce que l'espace public soit plus family friendly, vraiment pour les familles en elles-mêmes, pour les femmes. Mais c'est pas juste voilà, une question d'allaitement, finalement, c'est aussi un énorme enjeu pour visibiliser l'égalité des genres dans la parentalité, parce que voilà, les politiques familiales doivent vraiment pouvoir être mises en œuvre un maximum pour soutenir l'égalité de genre. Et on n'y pense pas toujours, mais finalement, la famille reste un lieu très fort de discrimination et d'inégalité entre les femmes et les hommes. Et donc, voilà, les familles et la manière dont l'espace public est aménagé pour les familles, c'est aussi un levier pour lutter contre les inégalités femmes-hommes, et particulièrement les inégalités femmes-hommes dans les familles. Voilà, je vais m'arrêter là puisque je pense qu'au niveau timing,
Un tout grand merci, Madame Lahaye, pour votre intervention extrêmement intéressante et qui nous rappelle aussi cette tendance depuis le confinement à free the nipple, notamment donc à enlever le soutien-gorge que beaucoup de femmes dénoncent comme étant trop contraignant aujourd'hui. Mais on voit malgré tout que même s'il y a cette volonté de l'enlever, il y a une peur extrêmement forte de la part des femmes de sortir dans des lieux publics sans soutien-gorge, que l'on voit les tétons à travers le t-shirt, puisque on sait, vous l'avez très bien montré, même pour les seins allaitants, qu'il y a une forme d'hypersexualisation des seins dans l'espace public. Grand merci en tout cas. Je m'adresse maintenant au public qui est assis ici. Est-ce que vous auriez une question à poser à Madame Lahaye? Ah, il y en a une. Je me demande à quel moment on a commencé à regarder l'allaitement de cette manière. Parce que, par exemple, moi je viens d'Amérique latine et là-bas, le regard sur l'allaitement, ce n'est pas le même. Et donc, pourquoi pas parler des expériences des autres pays. Moi, personnellement, j'ai eu une enfant là-bas et je lui ai donné 12 ans le sein. Et ça n'a pas été contraignant, pas du tout. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai eu un deuxième enfant et ça n'a pas été la même chose. Donc, derrière, il y a une construction sociale autour de l'allaitement que je n'arrive pas à comprendre non plus. Merci. Eh ben oui, c'est fort intéressant et ça mériterait d'aller voir aussi ailleurs comment ça se passe pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui coince chez nous et de quelles bonnes pratiques pourrait-on s'inspirer. Donc, je vous remercie vraiment pour votre témoignage et je vais m'y intéresser plus en avant parce que vraiment, voilà, ça mérite d'être questionné. Oui, merci parce que ça répond en fait en partie à une question que nous avions dans le chat. Les problèmes liés à l'allaitement sont-ils propres à nos pays occidentaux? Et je crois effectivement que des pays réputés machistes, misogynes, etc., acceptent beaucoup plus facilement l'allaitement dans l'espace public. Je pensais justement à l'Amérique du Sud, je pensais aux pays du Maghreb où il est tout à fait courant de voir une femme allaiter en public. Autre question qui rejoint le thème, c'est que dans nos pays, l'allaitement a été de manière différente au fur et à mesure de l'histoire. On allaitait beaucoup. Il y a une époque où on allaitait peu. Ce qui était moderne, bon pour l'enfant, c'était le biberon de lait dont on connaissait la composition, dont on connaissait la quantité et à heure fixe. On est revenu vers un développement de l'allaitement. Donc aussi, il y a une évolution de l'histoire et probablement aussi la place des femmes et leur souhait d'affirmation. Il y a aussi différents mouvements aujourd'hui qui existent vraiment pour promouvoir l'allaitement auprès des femmes, que ce soit des mouvements voilà, qui sont mais aussi des mouvements plus militants voilà, et qui d'inviter les femmes à venir parler de leur allaitement, à pouvoir les soutenir. Et c'est très positif d'avoir ce genre de mouvement. Il faut évidemment que ça reste toujours voilà, cohérent avec ce que les femmes souhaitent elles-mêmes. Mais voilà, il existe aussi, je ne vais pas dire lobbying, mais lobbying aussi dans le positif. Alors peut-être encore une remarque, parce que si certaines féministes
réagissent contre l'allaitement, c'est parce que elles ressentent ça, elles perçoivent ça comme une réassignation de genre. Il est clair que une femme qui allaite pendant 2 ans son enfant, elle est déconnectée du monde du travail, elle est inégale par nature avec un homme qui n'allaite pas. Donc on revient à la fonction biologique de la femme. C'est peut-être de là que viennent certaines réactions. Oui, effectivement, mais j'aurais envie de dire, plutôt questionnons-nous, alors comme société, pourquoi est-ce qu'on fait autant de discrimination vis-à-vis des femmes qui choisissent la maternité? J'ai envie qu'on adresse ce problème-là plutôt politiquement et plutôt que de se dire, ah, elle a fait tel choix et donc voilà, finalement, elle a choisi d'être la mère au foyer. Bah, oui, et c'est tout à fait normal qu'on puisse poser ce genre de choix. Voilà, aux femmes prévenantes socialistes, nous sommes pour le choix. Si une femme fait le choix d'allaiter, c'est OK. Si elle fait le choix de ne pas allaiter, c'est OK. Mais il faut voilà, que la société se pose la question de qu'est-ce qui est mis en place. Si une femme souhaite allaiter, comment peut-on la soutenir? Et si une femme ne souhaite pas allaiter, comment aussi on peut la soutenir et comment on peut réduire toutes ces inégalités qui finalement vont après leur poser des soucis sur le marché. Si elles souhaitent accéder au marché de l'emploi. Voilà, c'est vraiment, je pense, une action collective de la société plutôt que de penser individuellement les choix. C'est la perspective que nous avons. J'ai une remarque, je ne pense pas que ce soit vraiment une question. Nous avons là un interlocuteur qui souhaite mettre en relation votre exposé avec celui concernant les agressions sexuelles. Il relève les grandes contradictions qu'il y a dans la société, avec les femmes qui culpabilisent parce qu'elles n'ont pas une poitrine suffisamment formée, ou d'autres femmes qui sont accusées de provocation, etc. Quoi. Pas que... Une question là-bas. Bonjour, je me demandais en fait comment vous organisiez justement la promotion en fait de la prise de conscience de l'allaitement et des dangers de l'insécurité des femmes. En fait, je me demandais finalement comment est-ce que sensibiliser par rapport à cette question la forme en fait. Voilà, okay. Merci. Alors sur la question d'allaitement, voilà, il y a eu ce travail d'analyse il y a quelques années, mais on n'a plus vraiment travaillé directement cette question-là, mais au FPS, on est fort actif sur la question des politiques familiales, et du coup, je vais vous donner un exemple, puisque c'était ça que vous demandiez. On a créé l'année passée un outil pédagogique qui se présente comme un jeu de société, un jeu de plateau, qui peut être utilisé par nos animateurs et nos animatrices de terrain, mais aussi avec un groupe d'adultes. Et donc là, on parle des politiques familiales, mais on parle aussi des inégalités de genre dans les familles. Donc on a différentes thématiques, différentes politiques familiales, comme les créances alimentaires, comme le congé de coparentalité, voilà, des différentes phénomènes de société qui sont porteurs d'inégalités, et on essaye de sensibiliser les personnes à comprendre ce que sont ces inégalités. On amène des chiffres, on amène des exemples. Évidemment, on invite nos publics aussi à nous partager leur vécu, parce que parfois, on ne le sait pas, mais on est aussi soi-même victime de discrimination au travail, mais on n'en a pas forcément conscience. On essaye d'amener le plus possible les publics à s'exprimer. Et puis alors, voilà, souvent le jeu est l'occasion de mettre en place des discussions. Parfois, les groupes ont envie de se revoir. Et donc, l'idée, c'est avec les groupes alors de former des projets. Bon, on n'impose pas les projets au groupe, mais il pourrait très bien y avoir un groupe qui décide de travailler spécifiquement sur la thématique de l'allaitement, qui, voilà, pourrait
des groupes de parole, pourrait organiser, pourquoi pas, des interpellations au niveau des conseils communaux, parce qu'on essaye de travailler le plus localement possible aussi avec les groupes à projet, les inscrire aussi dans la dynamique territoriale dans laquelle ils sont. Donc ça peut prendre beaucoup de formes différentes, mais c'est vrai que sur la thématique de l'allaitement spécifiquement, dernièrement, on n'a pas fait d'action spécifique. Merci Madame Lahaye pour votre intervention extrêmement intéressante.